Jean-François Delfraissy et Étienne Klein, merci infiniment d'être des nôtres cet après-midi. Vous allez nous aider à voir un peu plus clair sur ce qui stimule ou qui entrave nos facultés de croire. Et l'actualité nous offre des circonstances toutes particulières, qu'il s'agisse de médecine, de science, de vaccins et même de véritable nocivité du Covid-19, qu'il est pour cible la communauté des médecins, les journalistes et bien sûr les politiques. Le verbe croire est mis à l'épreuve, peut-être comme jamais, ou en tout cas depuis très longtemps, depuis l'éruption de la pandémie. De la croyance à la confiance, il n'y a qu'un pas, comme d'ailleurs Julie Neveu va l'indiquer dans quelques instants. Et nous allons naviguer ensemble dans ces méandres qui convoquent aussi bien d'autres items, par exemple la vérité, le doute, l'intégrité du débat public, la démocratie, l'éducation, les libertés et l'avenir. Oui, la crise pandémique a obstrué nos perspectives d'avenir, chez certains même le désir d'avenir. Et il faut bien reconnaître que quand nous projetons les répercussions psychiques, sociales, politiques et même civilisationnelles de cette pandémie sur l'état climatique et vivant de la planète, il y a de quoi transpirer et même peiner à considérer l'horizon avec espérance, à croire en demain avec foi. Alors bien sûr, il est plus facile de croire en demain lorsqu'on croit en aujourd'hui. Et objectivement, cette règle ne donne guère de raison d'être très optimiste. C'est peu dire que l'ivresse des réseaux sociaux qui déversent pollution infodémique, populisme scientifique, haine, mensonge et complotisme n'éclaire pas le paysage. Mais nous n'avons pas le choix. L'heure n'est certainement pas au renoncement et à l'abdication. Et comme l'expliquait bien ce matin Pascal Pic, nous devons nous adapter, nous devons nous redresser et agir afin de maintenir vivace, créatrice et fédératrice, notre capacité de croyance et de confiance en l'avenir. Et c'est justement à dénouer les chevaux que nous allons nous employer pendant 1 heure. Jean-François, le grand public vous connaît au titre du conseil scientifique que vous présidez depuis le déclenchement de la pandémie, mais vous êtes avant tout professeur en immunologie. Vous avez dirigé l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Vous avez piloté la coordination des stratégies françaises et africaines de lutte contre Ebola. Et depuis 2016, vous présidez le Comité consultatif national d'éthique. Étienne, vous êtes philosophe des sciences, vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, vous enseignez à Centrale Supélec Paris et vous animez sur France Culture chaque samedi l'excellente conversation scientifique. Pour débuter, je vous invite à écouter la linguiste Julie Neveu, justement, décortiquer le verbe, l'origine et l'essence du verbe croire. Le verbe croire, il vient du latin credere et il veut dire, bien sûr, croire comme on l'entend, mais aussi vraiment accorder sa confiance. Croire, c'est donner sa confiance. Et je voudrais rappeler que croire, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, qu'on fait spontanément. C'est peut-être la première chose qu'on fait, c'est naturellement, on adhère à ce qu'on voit, à ce qu'on perçoit. Et les premières sources d'autorité, c'est-à-dire d'où émanent les contenus de croyance, ce sont nos perceptions, comme l'ont dit les philosophes depuis toujours. Donc on accorde notre confiance à ce qu'on voit. Ainsi, on pense que le soleil se lève tous les matins, on pense que la Terre est plate, et on a beau savoir, parfois on continue de croire. Et le langage porte les traces de ces croyances. Et ce qui est difficile, et l'enjeu, je pense, de nos sociétés contemporaines, c'est qu'il y a de plus en plus prolifération des contenus de croyances possibles, car on a visible à portée de nos yeux, sur les écrans, des tas et des tas d'informations, de savoir, d'illusions de savoir. Ainsi, la croyance aujourd'hui va être nourrie d'illusions de savoir. Et le vrai savoir a cette mission de déconstruire davantage, de rééduquer davantage. Le savoir est toujours la rééducation d'une croyance, mais là, la mission, elle est très élevé, très difficile. En préambule, Jean-François, j'ai une petite question qui est toute simple et que j'adresse au président du conseil scientifique. Est-ce que vous pouvez nous apporter de bonnes nouvelles? Est-ce qu'on voit enfin le bout du tunnel, et pour de bon ou pas? Bonjour à tous. Je suis essentiellement un médecin qui essaie d'aider dans cette crise très difficile. Apprendre à ce que les autorités politiques et sanitaires, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau européen, puisqu'on est très lié avec l'ensemble des autres pays, prennent les décisions les moins mauvaises possibles. Je sors de cette crise, je suis comme vous tous, hein, j'ai qu'une envie, c'est en sortir.
J'en ai un peu ras-le-bol, ça fait 20 mois que je ne fais que ça, que je ne pense qu'à ça, que je ne lis que ça. Pas tout à fait, puisque heureusement j'ai le Comité consultatif national d'éthique qui me rappelle à la raison avec mes collègues, qui me rappelle aux grandes questions, aux autres grandes questions. On est dans une ambiance apaisée, je dirais, fin septembre 2021. Vous savez qu'on est dans la 4e vague qui est liée au variant Delta, variant qui est arrivé avec une grande brutalité que nous avions prévue dans le courant du mois de mai, qui montait très vite, et puis qui là, pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, redescend aussi très vite dans cette période du mois de septembre, ce qui explique ces chiffres de nouvelles contaminations qui sont très bas, autour de 5000 par jour, et des chiffres d'incidence qui ont baissé un peu partout. Tout ceci est évidemment lié à la vaccination. Hein, tout le reste, c'est du blabla, c'est la vaccination, entre guillemets, essentiellement, qui nous protège contre ce variant Delta, qui aurait eu, sinon, des conséquences beaucoup plus lourdes qu'il n'a eu, encore que. On oublie et on s'habitue, mais il y a déjà 10 000 morts depuis le mois de juin qui sont liés au Covid, hein, durant cette période d'été. Alors, où allons-nous? Tant que nous sommes avec le variant Delta, on le connaît, les vaccins sont efficaces contre le variant Delta. Les mutations du variant Delta portent sur la capacité de ce virus à se transmettre, mais non pas de résistance aux vaccins. Donc les vaccins sont efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire, les vaccins sont efficaces? Ça veut dire qu'ils protègent contre la survenue de formes sévères et de formes graves. Le niveau de protection, il reste bien à 85%. Il diminue avec le temps, et en particulier chez les personnes âgées, d'où l'importance maintenant d'aller vers une 3e injection de rappel pour les plus âgés et qui ont été vaccinés relativement tôt dans l'année 2021. Mais la protection de ces vaccins, elle est modérée contre l'infection elle-même. C'est-à-dire qu'on peut être vacciné, s'infecter et ne pas, par contre, faire de formes sévères ou de formes graves. La protection contre l'infection et donc contre la transmission, elle n'est que de l'ordre de 50% après 6 mois. C'est donc intérêt et limite des vaccins. Et on commence à bien le voir, et ce qui est en train de se passer d'ailleurs en Israël. Donc pour terminer rapidement là-dessus, je dirais qu'on est dans une phase en effet apaisée et avec un point d'interrogation sur ce que va devenir ensuite le virus. Est-ce qu'on va aller vers un virus qui va devenir un virus plutôt de type endémique, avec une évolution saisonnière, comme sont les autres coronavirus? C'est une possibilité. Est-ce qu'il va rester plutôt épidémique et devenir un peu comme un virus grippal? Ou troisième solution, est-ce qu'on va avoir au contraire une nouvelle mutation, avec une mutation qui pourrait porter soit sur une mutation augmentant encore la transmission, plus encore que le Delta, étant plus grave, ou surtout un virus d'échappement immunitaire avec des mutations qui feraient que les vaccins seraient moins sensibles. Je suis incapable de vous dire, et ce n'est pas moi, c'est la communauté scientifique dans son ensemble, elle peut faire éventuellement dire on est plutôt versus tel ou tel type de scénario, mais on ne sait pas réellement ce qui va se passer après le variant Delta. Et c'est bien là toute la difficulté. On a envie de relâcher un certain nombre de mesures dans la vie immédiate. Vous avez tous envie de respirer, moi aussi. On a le pass, on est vacciné de façon très large à plus de 50 millions en France. C'est vrai dans l'ensemble des pays européens. Et inversement, souvenez-vous, en septembre l'an dernier, on pensait aussi, ou en tout cas un certain nombre de gens annonçaient la fin de l'épidémie. Nous ne pensions pas ça. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec la 2e vague, et vous avez vu également ce qui s'est passé avec l'arrivée des variants. Donc voilà l'état des lieux, une situation apaisée, mais incertaine. Étienne, Jean-François nous dit « je ne sais pas ». On a l'impression que depuis 18 mois, il était devenu quasiment impossible pour un scientifique de dire publiquement « je ne sais pas ». Est-ce que c'est le sentiment que vous avez éprouvé vous-même en regardant la manière dont la sphère publique, justement, a porté le débat? Bonjour à tous. Alors, en effet, il m'a semblé que les scientifiques, les chercheurs qui, en réponse à des questions posées par les journalistes, disaient « je ne sais pas » ou mieux,
nous ne savons pas, était rapidement détrôné médiatiquement par d'autres personnes qui avaient des discours beaucoup plus assurés. Et il me semble que la leçon qu'on peut tirer de cet épisode, qui en tant que vulgarisateur, moi je ne suis pas médecin, je suis vulgarisateur, m'a traumatisé. C'est que normalement un scientifique qui parle, non pas à sa communauté, mais au public, devrait toujours agencer ses phrases en deux parties. Première partie, nous savons que. Nous savons que. C'est pas moi qui pense que. Or, le débat a très vite été personnalisé. En fait, quand on prend un scientifique, qu'on prenne Monsieur X, Madame Y ou Monsieur Z, quand il s'agit de dire « nous savons que », les trois personnes devraient dire la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la science. La science, ce n'est pas des vérités scientifiques inaltérables, c'est simplement ce qui est considéré par une communauté qui a travaillé comme étant la bonne réponse à des questions bien posées. C'est-à-dire que l'idée de travail collectif, de délibération, parfois même d'engueulade, est constitutive de la science. Comme le disait Karl Popper, faire de la science, ou plutôt la science, c'est la collaboration amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Autrement dit, ce qu'on demande à un scientifique, c'est d'être honnête. Mais être honnête dans un sens très spécial. Ça ne consiste pas à ne jamais se tromper, parce qu'il ne s'agit pas de sortir de la condition humaine, tout le monde se trompe. Il ne s'agit pas non plus d'être objectif. Personne ne l'est individuellement. Être honnête, ça veut simplement dire, quand je me pose une question et que je mène des travaux pour tenter d'y répondre, quand j'obtiens des résultats, je les présente à des gens qui se posent les mêmes questions et qui travaillent sur des sujets voisins. Et la deuxième partie de la phrase, ce serait « nous nous demandons si ». Nous savons que, et nous nous demandons si. Et ça, c'est la recherche. Et ce qui m'a surpris et désolé pendant les quelques mois qui viennent de se passer, c'est qu'en effet, on a mis en scène une confusion que je trouve très grave entre la science et la recherche, qui sont deux choses évidemment pas étrangères l'une à l'autre, mais qui sont néanmoins différentes. Vous ne pouvez pas contester un résultat scientifique sans argument scientifique. Pour me convaincre, moi, que la Terre est plate, vous allez devoir ramer. Pour me convaincre que l'atome n'existe pas, vous allez devoir ramer. Pour me convaincre que l'univers observable n'est pas en expansion, vous allez devoir ramer. Personne ne connaît les arguments scientifiques qui pourraient contester ces résultats de science. Mais la science, elle est par nature incomplète, c'est-à-dire qu'elle pose des questions auxquelles elle ne sait pas répondre. Par exemple, s'agissant de l'atome et des particules qui le constituent, nous ne savons pas si le neutrino est identique à son antiparticule. Nous ne savons pas s'il existe une vie extraterrestre. En fait, ce n'est pas que nous ne savons pas, c'est qu'en fait, personne n'en sait rien. Les scientifiques, mais aussi les non-scientifiques n'en savent rien. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Donc, le moteur de la recherche, c'est le doute, qui est en même temps son combustible. Parce qu'à mesure qu'on trouve les réponses aux questions qu'on se pose, on ne doute plus et le doute se propage ailleurs. Et comme on a confondu la science et la recherche, l'idée de doute, qui est consubstantielle à la recherche, est venue coloniser l'idée même de science. Et on arrive à ce raccourci. La science, c'est le doute. Raccourci d'autant plus convaincant que sur les plateaux de télévision, je vois des experts qui ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, s'il y a de la controverse partout, et si en plus les gens qui savent ne sont pas d'accord, pourquoi moi, qui n'y connais rien, mais qui ai des croyances, qui ai du ressenti, qui ai du bon sens, je ne pourrais pas dire mon mot à propos de toutes les questions qui sont l'objet de controverses. Et c'est là que la dimension du croire intervient. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les explications linguistiques qui ont été données, mais vous voyez bien que le verbe croire, il se décline de différentes façons. Il y a croire que, il y a croire à, et il y a croire en. C'est pas la même chose. Par exemple, croire en la science, ça peut vouloir dire je pense que la science est vraiment le moteur de l'idée de progrès. Je crois en ce que la science va nous permettre de changer dans notre condition d'une façon si possible positive. Et on voit bien que comme il y a des informations multiples auxquelles notre cerveau n'est pas préparé,
puisque l'évolution humaine s'est faite sans information. L'information était rare, précieuse, et tout d'un coup, on est submergé d'informations. Notre cerveau ne sait pas gérer ça, et donc doit décider à qui il fait confiance. Ça veut dire qu'il faut absolument accepter le doute pour croire. C'est-à-dire qu'on ne croit pas sans ne doute pas. Mais il faut, à mon avis, disons, travailler la question du doute. On ne peut pas douter de tout. L'argument de Descartes qui dit « je pense donc je suis » et « je dois douter jusqu'au point où j'arrive à trouver des certitudes », c'est une démarche qui peut marcher dans certaines situations, mais comme l'avait remarqué Wittgenstein, le philosophe, dans un livre que je trouve génial qui s'appelle « De la certitude », c'est que l'idée de doute, elle doit d'abord s'appuyer sur des certitudes. C'est-à-dire, je suis là, il y a un micro sur la table, et je pars de ces certitudes pour ensuite travailler ces certitudes et forger l'idée de doute. Et donc, plutôt que de dire on part du doute pour aller à la certitude, on peut aussi penser l'inverse. Et je trouve que le doute, qui peut être méthodique, est trop souvent invoqué comme arme critique. Par exemple, le climato-scepticisme, à mon avis, c'est un abus de langage. Parce que le scepticisme, c'est justement une vertu scientifique. Mais les gens qui sont climato-sceptiques ne sont pas sceptiques. Ils sont tout à fait sûrs d'eux. Et donc je trouve que voilà, la question du doute devrait être, et c'est l'occasion de le faire ici, devrait être retravaillée. Si je peux terminer par une anecdote, il y a quelques mois, il y a eu un débat à la Sorbonne sur la science dit-elle le vrai. Et une professeure émérite était là, philosophe, a expliqué que la science est vraiment le doute, que les scientifiques remettent en cause le lundi matin ce qu'ils pensaient le vendredi soir, systématiquement. Et je lui ai fait remarquer que non, je ne connais pas de scientifiques qui le lundi matin remettent en cause la rotondité de la Terre ou l'existence de l'atome. Plus aucun n'en doute. Et elle m'a fait cette réponse que j'ai trouvée extraordinaire. Elle m'a dit, on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous démontrera que la Terre est plate. Et là, j'étais assis sur ma chaise avec un collègue sociologue qui, lui, était lui aussi un peu traumatisé. On n'a pas su quoi répondre. Parce que, vous voyez, l'argument, il est parfaitement défendable. Vous pouvez douter d'absolument tout. Le problème des gens qui doutent, c'est que leur doute est toujours sectoriel. Et en l'occurrence, ce qui était sous-entendu, c'est que si nous disons que la Terre est ronde, c'est parce qu'il nous manque un argument théorique, référence à Einstein, qui, si nous l'avions, nous ferait voir qu'elle est plate. Autrement dit, on dit qu'elle est ronde parce qu'on est encore stupide. Et la question que je pose, c'est même si cette posture philosophique est tenable, qu'est-ce qu'on peut enseigner à des jeunes gens, des étudiants, lorsqu'on est convaincu par cette position? Dites-moi, Étienne, comment le philosophe définit-il la vérité? Alors la vérité, écoutez, c'est trop compliqué en philosophie pour moi, c'est-à-dire ça peut être ce qu'on ne peut pas imaginer douter, on peut penser que la vérité est au-dessus de nous, on peut considérer qu'elle est dans les choses, auquel cas la science peut espérer la découvrir. Moi j'ai une version beaucoup plus prosaïque, qui est de dire la vérité, en science en tout cas, ce sont les bonnes réponses à des questions bien posées. Donc ce n'est pas des vérités universelles, ce ne sont pas non plus des vérités intangibles. Il y a un texte de David Hume, Père des Lumières, qui disait « La souveraineté du peuple est totale en démocratie, mais elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. » Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que même si le peuple décidait, par exemple, que la Terre est au centre de l'univers et que le Soleil tourne autour, ça n'empêcherait pas la Terre de continuer à tourner autour du Soleil. Autrement dit, une vérité scientifique n'est pas obtenue par un vote, par un référendum ou par un sondage. Mais vous voyez que, et c'est là que ça devient intéressant, David Hume, il suppose qu'il y a des vérités éternelles. La Terre tourne autour du Soleil. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'il y a des vérités qui demeurent des vérités, mais que l'évolution des connaissances oblige à formuler d'une autre façon. Parmi les questions, les 10 questions qu'on pose aux Européens pour voir l'évolution des connaissances scientifiques dans le public, il y a la question « Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ?» Et il faut répondre « Oui », évidemment. Il faut répondre « Oui ». Mais en fait, c'est faux.
Cet énoncé, il faut pourquoi? Parce qu'entre Newton et nous, il y a eu Albert Einstein, qui en 1915 a publié une nouvelle théorie de la gravitation, dont le principe fondamental consiste à dire tous les référentiels sont équivalents. Il y a une démocratie des référentiels. Et donc, il n'existe pas de référentiel dont vous puissiez dire qu'il est différent d'un autre référentiel. Aucun référentiel n'est spécifique. Or, quand je dis la Terre tourne autour du Soleil, je sous-entends que la Terre, plutôt le Soleil, est un référentiel particulier. C'est le centre. Mais non, mais non. Et donc, il faudrait changer la formulation de cette vérité qui demeure une vérité en tenant compte de la nouvelle façon que nous avons de comprendre la gravitation. Puis il y a des vérités scientifiques qui deviennent complètement fausses. Par exemple, au XIXe siècle, on pensait que la lumière se propageait dans l'espace en étant supportée par un éther luminifère qui porte la lumière. Et bien cet éther n'existe pas. Donc ce qui était considéré comme une vérité est devenu complètement faux. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec la science, c'est qu'en général, au bout d'un certain temps, les vérités qui sont fausses sont démasquées. Jean-François, en préparant l'un des débats de ce matin avec Charles Pépin et Cédric Villani, je lisais l'un des essais de Cédric, Immersion. Il y affirme, je cite, que les scientifiques et leurs institutions ont des taux de confiance extraordinaires, les plus hauts de toutes les filières ou domaines d'activité. Alors, il avait écrit cela en 2019, c'était avant la pandémie. C'était une autre époque, en fait. Quand vous voyez, vous, la manière dont la communauté, justement, scientifique est perçue depuis l'éruption de la pandémie, vous dites que ce qu'a dit Cédric serait aujourd'hui totalement impensable ou pas? Il y a probablement, enfin, on le sait dans toutes les grandes crises, qu'elles soient d'ailleurs sanitaires ou autres, hein, parce que les crises finalement ont un mode à la fois de survenue et de résolution qui dépasse chacune des grandes thématiques sur lesquelles elles se situent. Et le mécanisme de réponse aux crises est quelque chose qui a une certaine cohérence finalement. Et donc, il ne faut pas mettre les crises sanitaires surtout à part en confiant ça uniquement aux médecins. C'est vraiment une réponse qui est très globale. Ces crises, et la crise sanitaire en particulier, entraînent forcément ont des conséquences sociétales, politiques et bien sûr économiques. Et donc elles reposent fondamentalement sur la confiance du citoyen par rapport aux gens qui décident, ou en tout cas qui tentent d'éclairer. Qui décident, c'est les politiques. On est dans une défiance relativement grande dans nos pays européens des citoyens vis-à-vis des politiques en général, peut-être à tort d'ailleurs, hein, parce qu'on est de grandes démocraties, hein, rappelons-le. Et se pose la question vis-à-vis des scientifiques et des médecins pour une crise sanitaire. Alors, dans le cadre du Comité consultatif national d'éthique, on a porté en 2018 une réflexion qui démarrait avant la construction de la loi de bioéthique, sur les états généraux de la bioéthique, et sur lequel on a interrogé les citoyens sur un certain nombre de grands sujets. Et il y a eu à la fois des débats, des auditions, des discussions sur différents sujets, dont certains clivants, d'autres moins, et qui nous ont fait déjà apparaître, et on était avant la crise, mais juste avant la crise 2018, que commençait à s'installer en France une forme de défiance, entre guillemets, de la part des citoyens par rapport, par exemple, à ce qu'on appelle le pouvoir médical. C'est quelque chose qui est nouveau dans le paysage français, qui existe depuis très longtemps avec des relations médecin-patient qui sont beaucoup plus complexes dans le milieu anglo-saxon, mais où notre construction et nos valeurs propres en France, qui sont construites sur cette médecine de redistribution, entre guillemets, étaient fondées sur la confiance, entre guillemets, entre le médecin et son patient, ou plutôt le patient et son médecin. Mais déjà, nous avions eu un certain nombre de signaux d'alerte. J'en étais déjà très perturbé. Je suis sorti de là vraiment à l'occasion des États généraux sur ce thème précis, très perturbé parce que j'ai construit finalement une forme de carrière médicale autour de la confiance,
Et donc j'étais interpellé par ce que j'entendais. Mais voilà, il faut savoir être interpellé et constater les choses. Alors est-ce que la crise sanitaire a aggravé les choses? Eh bien, oui et non. Oui en apparence. Non, oui en apparence, quand vous voyez les multiples débats, les médecins qui ont raconté, qui étaient friands de passer sur tel ou tel type de tableau de télé, vous avez tous été perdus, qui croire, qui est expert, au nom de quoi? Enfin, j'imagine dans la tête du citoyen une forme finalement de doute, entre guillemets, par rapport à l'existence même d'un discours scientifique ou médical cohérent. Et puis de l'autre côté, moi je vous dis merci à tous. Les médias ne font que nous parler de l'extrême. Mais les Français, vous avez tous été extrêmement résilients. On vous a demandé, on a pris, entre guillemets, le pouvoir politique, mais conseillé par le Conseil scientifique sur cette crise, a pris des mesures de restriction relativement importantes, qui ont diminué au fur et à mesure des connaissances, mais relativement importantes. Le programme de stratégie vaccinale, le programme de vaccination, est un programme aussi, je dirais, très incitatif et auquel, finalement, après nous avoir dit que la France sera incapable de vacciner, il y a eu une vraie volonté et citoyenne de chacun d'entre vous d'aller vers le vaccin, même si je reconnais que le pass sanitaire a pu inciter les plus jeunes à aller également vers le vaccin. Donc, ça veut dire qu'il y a à la fois, on sort de là avec un doute. Je pense que vous devez vous interroger sur comment se construit la science. Qu'est-ce que veut dire l'expertise? Qui sont les experts? Quels sont leurs liens? Au nom de quoi on se dit expert? Je le comprends parfaitement. Les médias ont une responsabilité, à mes yeux, qui est importante. Les médias sont nécessaires, vive la liberté de la presse, mais dans cette affaire, pousser non pas à l'explication, à l'information, mais pousser au débat en permanence, pousser à une non-construction, mais plutôt au débat permanent, à quelque chose qui m'a profondément choqué, et je le leur ai dit. Mais à l'inverse, finalement, quand on me dit qu'on a perdu la confiance, je n'en suis pas si sûr. Car finalement, les citoyens, comme d'habitude, sont beaucoup plus intelligents qu'on ne pense, sont capables de faire le tri à partir d'une somme d'informations, et finalement, sont partis sur ce qui était la solution, c'est-à-dire aller vers le vaccin. J'aimerais quand même vous faire réagir, parce que vous avez été au cœur du réacteur politique, hein. Vous y êtes depuis 18 mois. Et j'aimerais vous faire réagir à une tribune publiée par Philippe Juvin, qui est donc le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, alors qui est aussi, c'est vrai, candidat à la primaire LR, mais en tout cas le propos qu'il tient peut être déconnecté justement de cette candidature. Et il fustige, je le cite, l'inculture scientifique des élites qui a des effets profonds sur la conduite des affaires d'État et qui participe notamment au déclassement scientifique et industriel de la France et à l'appauvrissement du débat public. Vous le ressentez, vous souscrivez à ce que dit Philippe Juvin, ou vous pensez que c'est un propos purement politicien? Alors, c'est une autre question. Oui, mais qui nourrit le degré de confiance ou de non-confiance, puisque les dirigeants politiques sont le relais de la communauté scientifique. Je vais vous répondre très franchement. Je partage son analyse, indépendamment des aspects de politique politicienne qui ne m'intéressent pas. Revenons à la question de tout à l'heure sur le doute. Par définition, être un scientifique, c'est quand même douter. Dans la construction même de ce qu'est un chercheur, doit pouvoir douter. Ouais, la différence. À un moment donné, il faut passer au-dessus du doute. Un médecin doit pouvoir douter, puis si un médecin doutait tout le temps, ça ne collerait pas. Hein. Il faut évidemment qu'à un moment donné, quelqu'un décide et essaie d'expliquer sur quoi et sur quels arguments il s'appuie. Mais dans la construction de la pensée scientifique et de recherche, j'insiste bien là-dessus, en effet, le doute est partie prenante. Ce doute, il s'acquiert en général lorsqu'on fait une thèse de science, quelle que soit d'ailleurs la thématique. On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, c'est la difficulté. Les Allemands, par exemple, sont restés avec un processus de construction de leurs élites qui passe par le doctorat. On est docteur en Allemagne.
Et ce titre veut dire quelque chose, il se vend sur le marché, et les élites allemandes, quelles qu'elles soient, pour un certain nombre d'entre elles, passent par ce type de formation. En France, ce qui est frappant, c'est que les 500 personnes qui conduisent notre pays, pour l'immense majorité d'entre elles, ne sont pas passées par une culture scientifique. Et sont passées par autre chose, sont passées par, en général, l'ENA, où il n'y a pas de culture scientifique, où il n'y a pas cette culture du doute. Ces 500 personnes sont particulièrement intelligentes. Donc la question n'est pas là. La question est de dire que jeunes, ils n'ont pas été formés, d'une part, à se questionner sur le doute, et donc quand survient une crise et qu'on n'a pas les réponses immédiates, je dirais arriver en tant que scientifique ou que médecin avec ses propres doutes, peut créer, je dirais, un dialogue qui au début peut être complexe, et indiscutablement, et sur le fond, douter avant de prendre un certain nombre de mesures est quand même quelque chose qui, à mes yeux, est important, même si un décideur doit décider. Hein. C'est bien clair. Donc oui, je pense qu'il y a un effet d'une certaine forme d'acculturation. J'en discutais tout à l'heure avec Étienne. Elle n'est pas que sur nos élites. Quand on voit ce que deviennent l'immense majorité de nos jeunes ingénieurs, ils font autre chose que d'être des ingénieurs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette approche scientifique, cette absence de passage aussi entre le public scientifique, les effectifs scientifiques du public et ceux du privé, fait que c'est un des points, à mon avis, qui va être à modifier probablement, mais c'est un travail de longue haleine sur les années qui viennent. Parmi les éléments qui permettent de comprendre, qui irriguent en fait cette crise de confiance, il y en a un sur lequel j'aimerais vous entendre l'un et l'autre, c'est la privatisation croissante de la science. La science est de plus en plus aux mains d'acteurs privés et au détriment de la sphère publique. Les GAFAM sont aujourd'hui, et de très loin, les premiers financeurs de la recherche, que ce soit en IA, en révolution quantique, en propriété de données ou même dans l'espace. La dimension marchande de la recherche modifie-t-elle la relation de confiance des citoyens? Ouais. Par exemple? Très franchement, j'en sais rien. Merci. Moi, je travaille dans un domaine qui justement échappe à cette règle. Ouais. Et vous êtes un observateur quand même de la sphère globale. Mais je ne pense pas qu'il faille défendre une conception scolaire de la démocratie. C'est-à-dire que je pense qu'un citoyen ne devient pas un moins bon citoyen s'il assume ne pas du tout s'intéresser à la science. On peut être un très bon citoyen sans rien connaître à l'immunologie, à la climatologie, à la physique nucléaire, etc. Là où ça devient problématique, c'est quand on observe, notamment lorsqu'il y a des débats sur la technologie, où là, en effet, les intérêts privés peuvent intervenir. Mais pensez au débat récent qu'il y a pu y avoir sur la 5G, ou même sur le vaccin qui, d'une certaine façon, est un produit technologique, ou bien sur le nucléaire. Moi, ce qui me frappe en tant que citoyen, observateur, c'est la décorrélation presque complète entre la militance et la compétence. C'est comme si le fait d'avoir un avis tranché, pour ou contre, hein, je mets dans la même boîte de la militance les pros et les antis. C'est comme si le fait d'être, par exemple, pour le nucléaire ou contre le nucléaire, vous dédouanez, par le fait que vous avez un avis tranché, de l'obligation de vous instruire de ce à propos de quoi vous avez un avis. Ça, je trouve ça fascinant. Mes amis antinucléaires ne savent pas me répondre lorsque je leur demande pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires. Pourquoi on ne met pas du krypton ou du tantal. Mes amis antinucléaires ne savent pas, pro-nucléaires ne savent pas répondre non plus. Je parle de ceux qui ne sont pas scientifiques. On peut être pour la 5G sans être capable de dire ce qu'est la 5G d'un point de vue matériel et objectif. Autrement dit, nous jugeons de ces technologies à partir de ce qu'on pourrait appeler leur halo symbolique, c'est-à-dire le type de récits dans lesquels on les a insérés. Prenez la 5G, si le maire d'une grande ville vous dit avec la 5G, on pourra regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur, eh bien, il détermine un certain récit qui va lui-même engendrer un certain halo symbolique. Et puis quelqu'un d'autre va dire, oui, mais avec la 5G, je pourrais opérer des malades à distance. Disant cela, il génère un autre halo symbolique.
Et les citoyens que nous sommes allons déterminer nos jugements sur la dite technologie à partir de l'appréciation que nous faisons de ces différents halos symboliques. Mais ça ne va pas. Je veux dire, une démocratie comme la nôtre doit pouvoir débattre en connaissance de cause du type de compagnonnage que nous souhaitons faire avec les nouvelles technologies. On a parlé du vaccin. Il se trouve que la manifestation est passée devant chez moi. C'était la manifestation philippesque, avec les drapeaux français. Donc, j'ai demandé à plusieurs personnes qui se rendaient à la manifestation avec des drapeaux français pourquoi elles avaient un drapeau français, enfin, qu'elles allaient à la manifestation, mais pourquoi le drapeau? J'ai eu toutes sortes de réponses, mais notamment une dame avait une banderole sur laquelle était écrit vaccin égale OGM. Et moi, je lui ai demandé, madame, moi je suis littéraire, j'y connais rien, est-ce que vous pouvez expliquer le principe du vaccin? Et puis ce qu'est un OGM? Et pourquoi vous avez écrit que c'était la même chose? Évidemment, elle a tourné les talons, parce qu'elle était incapable de répondre à cette question. Elle ne sait pas ce qu'est un vaccin, et elle ne sait pas ce qu'est un OGM. Et c'est simplement le halo, ou l'effet de halo, qui est recherché lorsqu'on écrit cette égalité. Ensuite, il y a des choses qui étaient déjà visibles avant la pandémie. Par exemple, on voit bien que dans les sociétés postmodernes comme la nôtre, il y a deux courants de pensée qui circulent, qui sont contradictoires l'un avec l'autre, qui devraient donc s'annihiler mutuellement, mais qui en réalité, par un effet pervers, se renforcent. Je vais être très bref. Le premier courant de pensée, c'est ce qu'un philosophe qui s'appelle Bernard Williams a appelé le désir de véracité. Nous sommes des gens éduqués, formés, informés. Et donc, nous avons le souci de ne pas être dupes, notamment de ne pas être dupes des discours officiels. Et quand toute l'élite dit la même chose, on se demande si elle le dit parce que c'est vrai ou si elle le dit parce qu'elle a intérêt pour elle-même à le dire. Donc ce souci de ne pas être dupé, en démocratie, il est parfaitement légitime. Même si dans ses formes extrêmes, il aboutit aux théories complotistes. Et ce désir de véracité, normalement, qu'est-ce qui devrait servir? La vérité. Il devrait travailler à ce qu'on identifie la vérité. Et ce qu'a montré Bernard Williams, c'est que c'est le contraire. C'est que le désir de véracité déclenche dans la société un esprit critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y aurait des vérités assurées. Dès qu'on tombe sur une vérité, on se demande si elle n'est pas relative, éphémère, contextuelle, instrumentalisée, privée, factice, etc. Et c'est comme ça que le désir de véracité aboutit à un déni de vérité. Ou plus exactement, s'élabore une concaténation absolument incroyable entre la liberté et la vérité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a le droit, au nom de sa liberté, de dire ce qu'il considère comme vrai. Et comme, en quelques clics, aujourd'hui, par le numérique, vous pouvez fabriquer votre chez-soi idéologique, c'est-à-dire vous pouvez fabriquer un rapport au monde qui vous est complètement personnel, qui va rassembler dans la même communauté des gens qui pensent comme vous. Vous allez donc avoir une interprétation du monde, de ce qui s'y dit et de ce qui s'y passe, qui sera conforme à ce que vous pensez déjà. Ça a toujours été vrai, notre cerveau n'aime pas être contredit. Quand on est de gauche, on ne lit pas le Figaro. Quand on est de droite, on ne lit pas Libération. Sauf que là, le numérique a complètement amplifié la chose, de sorte que chacun se retrouve dans une bulle cognitive où il n'est jamais soumis au principe de contradiction. Or, c'est connu depuis, je crois toujours, c'est penser, c'est dire non à sa pensée. C'est-à-dire, c'est la soumettre à des arguments qui viennent la contester pour voir s'il est capable de résister. Jean-François, au poste qui est le vôtre, ce que dit Étienne, vous le vivez, j'allais dire presque au quotidien, ces interrogations et ce que dit à l'instant Étienne, c'est une réalité? Oui, c'est une réalité. Juste pour terminer, peut-être sur la question que vous posiez sur la public-privé, oui. je dirais le fait que le privé devient un partenaire majeur. Ben, tant mieux. Je veux dire, il faut pas opposer non plus les choses.
C'est moins vrai dans le domaine de la biologie, hein, qui est le mien, où la majorité, par exemple, de la recherche de l'industrie pharmaceutique ne se fait plus dans l'industrie pharmaceutique, vous le savez. Elle se fait, la R&D a beaucoup disparu, beaucoup diminué des grands laboratoires, et ils le font avec le rachat de jeunes start-up issues elles-mêmes de travail de chercheurs d'universités publiques ou privées d'ailleurs. Bon. Et c'est ce long cheminement qui fait qu'on aboutit à la construction de l'innovation. L'exemple des vaccins mRNA est à cet égard un très bon exemple, hein, de comment se sont passées les choses. Alors moi je pense que c'est un nouveau mode de fonctionnement. L'industrie d'ailleurs pharmaceutique a un nouveau rôle. Elle est plus dans un rôle de distribution, de considérer que le produit fini qu'elle va donner est complètement safe, mais elle n'a plus cette capacité à finalement être vraiment au départ total de l'innovation. C'est en train de se faire ailleurs. Donc vous voyez que c'est partagé. Et c'est un des problèmes que nous avons en France, et je m'arrête après, c'est cette absence de fluidité entre ces jeunes start-up. Lyon est un très bon exemple. Par exemple, il y a une série de jeunes biotech qui sont implantées. Il y a une série de big pharma qui existent. Et on veut en faire, enfin dans la vision, mais je l'entends depuis plusieurs années, un des lieux où justement on pourrait avoir plus de fluidité entre l'académique, l'apparition de ces biotech et ce que fait, et ensuite la transformation dans l'industrie. Et c'est une des grandes forces, à la fois de ce qui se fait en UK, à Boston ou en Californie, et dans certaines régions d'Allemagne. Donc c'est un point clé, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose qui passe uniquement au privé. Le privé a été, je le dis, hein, a été essentiel dans la lutte contre le Covid. Hein. Plus de la moitié des examens de type PCR ou séquençage des différents variants, des diagnostics, etc., sont faits sur des grandes plateformes privées. Enfin, je veux dire, il ne faut pas arrêter d'opposer en permanence cette vision publique-privée, mais en reconnaissant la place de chacun. Étienne, vous dites du verbe débattre, il signifie c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Est-ce que vous avez l'espérance, vous peut-être, de ramener le débat public, de revitaliser l'éthique du débat public, c'est-à-dire ramener le débat public à des conditions, on va dire, décentes, de respect et de construction finalement d'un dialogue apaisé et utile. Est-ce que c'est possible encore ? Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est l'étymologie. Oui. Le verbe débattre, c'est un verbe, d'après ce que j'ai pu voir, qui est apparu en France au XIIe siècle. Donc c'est un très vieux mot de la langue française. Et débattre, originellement, est un verbe qui dit ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre, c'est s'empêcher de se battre. Ce qui veut dire discuter, ce qui veut dire refuser les arguments d'autorité, ce qui veut dire laisser l'autre parler, ce qui veut dire pratiquer une sorte de politesse de l'esprit. Et accepter la nuance. Ce qui veut dire aussi accepter la nuance. Se donner du temps. Et ça peut être donc très emmerdant. Okay ? Mais à la fin, on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et cette façon de débattre, en tout cas médiatiquement, on l'a perdue, puisqu'on a remplacé ce sens du mot débat par des débats où on prend deux personnes dont on sait à l'avance qu'elles ne sont pas d'accord et on attend fébrilement le moment où ça va exploser. Et on regarde. Donc c'est nous qui sommes coupables d'attendre des clashs, puisque c'est nous qui faisons l'audimat. Et ce qui m'a un peu déçu dans la crise, c'est que, je me souviens, moi j'étais confiné, j'étais en quarantaine au Chili au début de l'épidémie. Je suis rentré en France par le dernier avion le 26 mars 2020, et le 28, il y a eu une conférence de presse à la télévision avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, des chercheurs en médecine, qui a duré 2h30, remarquable, où chacun a dit, je parle des chercheurs, ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas. C'était très pédagogique et assez remarquable. Et je me suis dit, tiens, voilà, on a une occasion historique,
d'expliquer les méthodologies de la science. Je mets un pluriel parce que un biologiste ne travaille pas comme un sociologue, qui ne travaille pas comme un physicien théoricien. Donc il n'y a pas une méthodologie scientifique, il y en a plusieurs. Et là, on avait l'occasion d'expliquer en temps réel, jour après jour, ce qu'est un essai randomisé quand il s'agit d'un traitement, ce qu'est un essai en double aveugle, ce qu'est une exponentielle. Tiens, pourquoi on n'a jamais expliqué ce qu'est une exponentielle? Alors même que ce mot est devenu un mot du langage commun. Pourquoi on n'explique pas ce qu'est une exponentielle? Madame Merkel l'a fait. J'étais en Allemagne au mois de juillet 2020. J'ai vu la télévision. Madame Merkel a passé 10 minutes, toute seule, sans tableau noir, sans craie, à expliquer aux Allemands ce qu'est une exponentielle. En France, le mot exponentielle est devenu synonyme de fonction de grande valeur qui croît très vite. Alors qu'une exponentielle, au début, ça croît tout doux. Et puis on a des phrases en France qui sont quand même incroyables. Par exemple, on entend dire « la courbe menace de devenir exponentielle ». Non, une exponentielle, c'est une exponentielle. Elle ne peut pas menacer de le devenir. Soit elle l'est, soit elle ne l'est pas. Et puis l'autre jour, j'ai entendu « l'exponentielle va bientôt atteindre son point d'inflexion ». Donc voilà. Et par exemple, quand on dit d'un vaccin qu'il est efficace à 95%, qu'est-ce que veut dire le 95%? Pourquoi ça n'est jamais expliqué? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on a remplacé des occasions de faire de la pédagogie par des controverses? C'est du temps perdu, parce que les controverses, en général, étaient prématurées. Il suffit d'attendre que la recherche donne des résultats pour connaître les bonnes réponses. Donc ces débats étaient vains. Et pourquoi tout ce temps n'a pas été utilisé pour faire de la pédagogie? Pour moi, c'est un grand mystère. Et aussi, point capital, pourquoi on n'a pas passé des heures à expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre coïncidence, corrélation et causalité, qui a pourtant été théorisée par Coluche lui-même, après Aristote, qui disait « n'allez jamais à l'hôpital, on y meurt 10 fois plus que chez soi ». D'accord ? Et le nombre d'interventions médiatiques faites par des gens, journalistes ou autres, à qui on aurait expliqué, par exemple, à chaque fois qu'on voit qu'il a plu, on constate qu'il y a des grenouilles. Ben, ces gens en déduisaient qu'il n'avait plus les grenouilles. Et je trouve que ça a été un argument qui a déclenché toutes sortes de fausses vérités. Et ça n'a jamais été vraiment corrigé. Jean-François, justement, vous qui avez observé le débat public, comme le décrit Étienne, vous en voulez beaucoup à l'ensemble des acteurs du débat public de ne pas avoir fait preuve de cette pédagogie à laquelle appelle Étienne. Et quelque part, aurait-on géré différemment cette pandémie? Je ne parle pas d'un point de vue scientifique ou médical, mais je parle d'un point de vue de sociologie, en fait. Aurait-on géré un peu différemment cette crise si le débat n'avait pas été aussi hystérique, antagonique et finalement dépourvu d'une grande partie de pédagogie? Non, c'est très difficile à dire, parce que j'ai été un des acteurs de ce débat public, malgré moi d'ailleurs. Mais donc je n'ai qu'à, si le résultat est enfin je dirais intermédiaire, je ne pense pas qu'il soit si mauvais que ça. La preuve, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, je trouve que les Français sont une fois de plus beaucoup plus intelligents que les journalistes veulent bien nous le dire. Néanmoins, on peut s'interroger en effet comment aurait-il fallu, je dirais, passer l'information. L'information en Allemagne, vous l'avez rappelé, hein, c'est vrai, il y a eu cet épisode très particulier de la chancelière, passant du temps à expliquer. Ça a été fait aussi par un certain nombre de politiques. Après, on avait dit que qu'on était en guerre. On aurait pu imaginer qu'il y ait un ministère de l'information de la guerre, de l'information en guerre, qui est quelque chose de très particulier. Mais somme toute, que veulent dire les informations? Vous auriez tous dit, mais alors c'est une information d'État, mon Dieu, où allons-nous? Et puis surtout, c'est la place majeure, comprise des réseaux sociaux, à l'occasion de cette pandémie, donc qui sont difficiles à maîtriser. Là où je suis pas très à l'aise, c'est sur la place des chaînes de télévision continue qui, une fois de plus, après avoir fait un très bon travail
pendant la période du mois de mars et d'avril, parce que là, tout le monde était sidéré, vous étiez tous derrière vos écrans de télévision et vous attendiez l'information. Et ensuite, pour des raisons, je dirais, strictement commerciales, hein, de vente de minutes et de publicité télé, et rentrer ensuite dans, non plus de l'information, mais porter la controverse. Et un certain nombre de scientifiques, de médecins, sont rentrés dans ce schéma-là. C'était extrêmement difficile d'arrêter ça. Je constate qu'en septembre 2021, là aussi, on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus apaisé, hein, et qu'on est en train de revenir à quelque chose de beaucoup plus normal. On a vu s'effriter un certain nombre de grandes vérités qui étaient de fausses vérités qui avaient été données. L'expertise est quand même ressortie, et vous avez l'habitude, et vous savez très bien, qui finalement porte un certain nombre de paroles cohérentes. Donc une fois de plus, la confiance, c'est pas quelque chose qui est immédiat, ça se construit au fur et à mesure. Sur un problème plus de fond, indépendamment de cette pandémie et de la relation avec la presse, sur lequel vous devez me trouver difficile, mais oui, je l'ai mal vécu, hein, c'est de cette partie-là. Sur le fond, je pense que le domaine de la santé est un des éléments où la notion de démocratie en santé ou de construction de social participation est quelque chose d'assez fondamental. Et que la santé n'appartient ni aux décideurs politiques, ni aux spécialistes de la santé et aux médecins en particulier, mais qu'elle appartient fondamentalement aux citoyens. C'est votre santé. Et la construction de votre santé réclame qu'on vous entende, on vous écoute, vous puissiez vous exprimer. Et la France a mis en place un certain nombre de structures, de réflexions pour construire cette démocratie, ce triangle de démocratie en santé. Et il sort totalement perturbé par cette crise Covid, parce qu'on ne l'a pas vu du tout au rendez-vous. La majorité des décisions ont été prises top-down, mais parce qu'on était un peu obligé de le faire à certains moments, mais après, il y aurait pu y avoir très bien de la construction qui se fasse avec des modalités qui étaient à définir, mais qu'on aurait pu très bien remonter en termes de démocratie en santé. Donc je pense qu'il faut... Voilà, on n'est pas à la fin de cette crise, hein. On est à une période apaisée. Je vous l'ai dit au début. Donc il est encore temps qu'on profite et qu'on commence à tirer, à partir des premières leçons de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, qu'on puisse revenir dans le chemin dans lequel les Français et la France en général avaient une vraie visibilité au plan international de comment on construit ce triangle de démocratie en santé. Et c'est finalement, plus que dans la relation avec les médias, c'est ça qui me touche le plus, c'est comment on n'a pas réussi, comment le conseil scientifique, pas moi-même, moi quand je dis « je » tout à l'heure, c'était pour le conseil scientifique, on est bien d'accord, eh bien n'a pas réussi à faire suffisamment passer au pouvoir politique cette vraie nécessité de construire le dialogue autour avec le citoyen. Étienne, vous voulez ajouter? Oui, moi je vais continuer en disant parce que mon propos a pu sembler un peu pessimiste au départ, mais en fait il y a beaucoup de réservoirs d'optimisme par le fait que cette crise nous a fait mûrir. Et notamment, elle a illustré de façon presque pédagogique, justement, un effet bien connu des psychologues qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Dunning et Kruger sont deux psychologues américains qui ont publié à la fin du XXe siècle un article assez retentissant qui porte leur nom, l'effet Dunning-Kruger. Ils avaient lu dans la presse, dans un journal, un fait divers, racontant qu'un jeune homme avait appris quelque part que lorsqu'on s'enduit le visage avec du jus de citron, on devient invisible pour les caméras de surveillance. Il avait donc eu une idée géniale, il avait fait un hold-up après cet enduit de visage avec du jus de citron. Évidemment, il a été arrêté. Et Dunning et Kruger se sont posé la question, comment est-ce qu'on peut être aussi stupide? Et ils ont fait une enquête, une très longue enquête de sociologues dans l'entreprise, et ils ont démontré cet effet, qui d'ailleurs était déjà dit sans être démontré par Aristote, qui est que
quand un nouveau problème apparaît, on a tendance à l'identifier à des problèmes déjà connus, et s'agissant de lui trouver des solutions, on fait preuve d'arrogance. Et ça a été le cas en France. Je pense que Jean-François Delfraissy l'a remarqué comme moi, beaucoup de personnalités politiques, y compris de très haut rang, plutôt dans l'opposition, et rédigeaient des tweets « Je ne suis pas médecin, mais je ». Donc ça voulait dire « J'y connais rien, je ne suis pas médecin, j'y connais que dalle, mais je vais délivrer une ordonnance » en expliquant ce qu'il faut faire ou penser à propos de telle ou telle mesure prise par le gouvernement. Donc ça, c'est incompétence maximale, arrogance maximale. Comme le type qui s'embue le visage avec du jus de citron. Et puis à mesure que le temps passe, on apprend, on écoute, et on découvre que le problème est nouveau et qu'il est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Donc on acquiert en compétence et on baisse en arrogance. D'ailleurs, il n'y a plus de tweets qui commencent par « je ne suis pas médecin, mais je ». Okay, et ça veut dire quoi? C'est ça qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est que pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut devenir compétent. D'accord? C'est notre compétence acquise qui montre notre incompétence initiale. Et à mesure qu'on devient compétent, on regagne en arrogance. Mais ce qu'ils ont montré, c'est que l'arrogance finale n'est jamais aussi élevée que l'arrogance du départ. Et l'arrogance, c'est l'apprentissage du doute dont parlait Jean-François Delfraissy. Quand on travaille, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Et l'arrogance est maintenant confinée dans des sites spécialisés qui sont là pour lui prêter main forte. Je parle des sites complotistes. L'heure tourne malheureusement. Il va être bientôt temps de conclure. J'aimerais vous entendre sur un sujet éthique. La pandémie a eu de vertueux de soulever, de révéler ou de réveiller un grand nombre de sujets éthiques, tous plus passionnants les uns que les autres. J'aimerais vous entendre sur l'un d'eux. Que nous dit la pandémie sur l'égale ou l'inégale valeur des vies ? Non, je crois que le choix, en tout cas en France, a été fait à votre question. Il a été fait à la fois par les politiques, par les médecins, et je crois aussi par les citoyens. Mais avec un certain nombre de questionnements. On a décidé finalement au début de la pandémie, très vite on s'est rendu compte que l'immense majorité des personnes touchées qui allaient développer des formes sévères graves et qui allaient décéder étaient des personnes âgées de plus de 70 ans ou de 75 ans. Rappelons que 85% des décès sont survenus chez des personnes de plus de 70 ans. Et on s'est très vite aussi rendu compte que on ne savait rien sur le traitement, sur la prise en charge, et que le système de soins ne pourrait pas faire face si on laissait évoluer l'épidémie, alors même qu'elle avait un retentissement chez les sujets jeunes, qui était relativement faible, puisque vous savez qu'ils développent très peu de formes graves, et que l'enjeu chez eux est la circulation du virus. On a donc pris des décisions drastiques au niveau des autorités de l'État, mais avec nos conseils sur ce sujet, de dire on prend une décision de confinement qui touche l'ensemble de la population, alors que finalement cette décision de confinement est essentiellement faite pour essayer de préserver ou de limiter l'impact sur le système de soins et le nombre de décès survenant chez les personnes les plus âgées. Donc voilà un choix éthique qui a été fait, et de considérer que finalement l'âge ne rentrait pas dans cette décision et qu'une personne âgée, ayant fait son parcours de vie, avait une valeur de vie qui était finalement, qui permettait en tout cas de prendre une décision qui avait un impact majeur sur une population plus jeune. C'est une décision extrêmement lourde, compris d'ailleurs, rassurons-nous, la majorité des grandes démocraties européennes, mais pas toutes, qui s'est poursuivie ensuite
lorsqu'on a pris la décision en novembre 2020, quand les premiers résultats de vaccins sont sortis, on a une fois de plus décidé de prioriser la vaccination chez les sujets les plus âgés, les plus fragiles, au détriment peut-être des populations qui étaient les populations ou des personnes qui étaient les plus nécessaires dans la société. Il y a bien donc eu un choix opérationnel, mais fondamentalement éthique, qui s'est poursuivi de mars 2020 à décembre 2020. Cette décision, d'ailleurs, vous n'en êtes pas rendu compte, mais à l'époque, nous avions les premiers résultats des essais vaccinaux qui portaient très peu sur les personnes les plus âgées. Donc on a fait ce choix opérationnel et éthique sans être totalement certain que la vaccination aurait une efficacité forte. J'ai évoqué tout à l'heure les chiffres de 85% sur la réduction des formes sévères et des formes graves dans la population âgée. Donc il y a eu une sorte de pari qui a été fait et qui a été un pari gagnant d'ailleurs. Donc le choix, entre autres, mais il y a eu d'autres évidemment choix éthiques majeurs, mais ce choix en termes de populationnel et de respecter les plus anciens est, je pense, un choix qui nous honore. Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que la question posée par Denis Lafay est une question vraiment cruciale, puisqu'on a entendu une petite musique tout au long de la pandémie, notamment portée par des philosophes, dont l'un qui est un ami et à qui j'ai dit ce que je vais vous dire en face. C'est pour ça que je me permets de le dire publiquement. Je lui ai dit en face que j'étais pas du tout d'accord. Lui disait, il l'a écrit, il a beaucoup dit dans les médias, que le virus ayant une contagiosité faible et une létalité faible, et que finalement, quand on est vieux, il est normal qu'on meure, on ne devait pas prendre autant de mesures. En tout cas, pas prendre des mesures aussi drastiques. André Comte-Sponville. Voilà. Et c'est là que j'ai découvert qu'on peut être un très grand penseur et mal raisonner. Oui, et quand on raisonne mal, du coup, on pense mal. Par exemple, parler de la contagiosité du virus, comme si c'était une propriété intrinsèque du virus. Alors qu'on le sait bien, ça dépend des interactions sociales. Le virus, il n'a pas une contagiosité qui lui est propre. Ça dépend des relations que les gens ont entre eux. C'est presque aussi stupide que de parler de l'âge de Napoléon. D'accord ? L'âge de Napoléon, c'est une question qui n'a pas de sens. Bon. Et le fait qu'il ait cru ça, et qu'il l'ait répété, pareil pour la létalité. La létalité, elle dépend du nombre de lits en réanimation, des soins qu'on apporte, des tests, etc. Et donc, ce n'est pas des propriétés des virus. Ça conduit à des conclusions qui sont aberrantes. Et par exemple, l'article qu'il a écrit dans lequel il explique que la valeur de la vie n'est pas la même pour tout le monde, en donnant un exemple qui personnellement m'a beaucoup choqué, il dit la valeur de la vie de Jean Cavaillès, grand résistant, est supérieure à la valeur de la vie de Klaus Barbie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Sachant que les nazis pensaient exactement le contraire. D'ailleurs, ils ont honoré Klaus Barbie et ils ont tué Jean Cavaillès. Donc, quand on rentre dans ces débats, quelle est la valeur de la vie, en quoi elle dépend de l'âge, on rentre dans un système de questions complètement insupportable. Et je pense que le fait d'avoir pris des décisions qui ne tiennent pas compte, pour ce qui est des mesures prises, de l'âge des personnes, pour protéger une partie de la population certainement, mais avec des mesures qui s'imposent à tout le monde, quel que soit son âge, c'est en effet un grand progrès éthique dans la façon de gérer les crises. Merci infiniment, Étienne et Jean-François, pour ce dialogue. Merci beaucoup.